Je ne vais pas y aller par 4 chemins, Rogue One est mon Star Wars préféré. Voilà, c'est dit. Une autre chose qui doit être dite en préambule de cette vidéo est que je vais spoiler le film. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez rien en savoir, il est temps pour vous de quitter la vidéo. Ce film, réalisé par Gareth Edwards, est sorti en 2016 et a rapporté 1,11 milliard de recettes grâce à son exploitation en salle pour un budget de 200 millions, ce qui en fait chronologiquement le deuxième film estampillé Star Wars à dépasser la barre symbolique du milliard au box-office mondial, après Le Réveil de la Force, sorti un an plus tôt. Mettant en avant notamment Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Donnie Yen et Ben Mendelsohn, Rogue One raconte, comme chacun sait, l'histoire d'une escouade de rebelles qui se donne pour mission de récupérer les plans de l'Étoile de la Mort afin de les communiquer à la Résistance. Il se termine exactement où commence un nouvel espoir, le Star Wars original sorti en 1977. La saga Star Wars au cinéma est depuis le début assez manichéenne. Elle raconte le combat du bien contre le mal grâce à une galerie de personnages définis comme étant dans la lumière ou dans l'ombre, les Jedi ou les Sith, la Résistance ou l'Empire, et plus tard le Premier Ordre, le côté lumineux ou le côté obscur. Il est vrai que le parcours d'Anakin, si on le prend dans sa totalité, présente le personnage comme passant de la lumière à l'ombre, puis de nouveau à la lumière lorsqu'il tue l'empereur Palpatine dans le Retour du Jedi. De ce point de vue, Anakin n'est pas un personnage manichéen, mais Anakin est une exception. On pourrait également développer à juste titre à propos de Kylo Ren en disant qu'il est décrit de manière assez ambivalente lui aussi. Je n'en parlerai pas ici, puisqu'à la sortie de Rogue One, son arc narratif n'était pas conclu. Mais globalement, je trouve que Star Wars est une histoire manichéenne. Ce qui m'a frappé, la première fois que j'ai vu Rogue One, et que j'apprécie énormément dans ce film, est que les choses y sont présentées de manière beaucoup moins binaire que dans le reste de la saga au cinéma. Galen Erso, par exemple, est un scientifique de génie contraint par l'Empire à travailler sur la conception de son arme suprême. En façade, il accepte de diriger les travaux de l'Étoile de la Mort, mais en réalité profite de sa position pour la saboter de l'intérieur et fait son possible pour en tenir informés les rebelles dans le but que ceux-ci la détruisent. C'est sa fille, Jyn Erso, à l'origine hostile à l'idée de rejoindre le combat contre l'Empire, qui dirigera et motivera une escouade de rebelles dissidents, dans le sens où ils agiront contre la volonté des chefs de la Résistance, à se rendre sur la planète Scarif pour mettre la main sur les plans de l'Étoile de la Mort et les transmettre à l'Alliance. On comprend que Jyn a été élevé et entraîné par Saw Gerrera, un électron libre qui, bien qu'il partage les motivations de l'Alliance rebelle, n'en fait pas partie et dirige un groupe indépendant qui utilise ses propres moyens dans le but de mettre fin aux agissements de l'Empire. Le personnage de Bodhi est, comme ceux que je viens de décrire, absolument non manichéen car il travaillait comme pilote de cargo impérial avant de déserter pour apporter à la demande de Galen Erso un message à Saw Gerrera, l'informant qu'un moyen de détruire l'Étoile de la Mort existe. Contrairement à la manière dont elle est montrée dans le reste de la saga, l'Alliance rebelle est décrite dans ce film de manière plus trouble et donc, de mon point de vue, plus intéressante. On voit bien que cette organisation est tout à fait capable de prendre de mauvaises décisions et est prête à se salir les mains pour arriver à ses fins, comme par exemple lorsqu'elle organise l'exécution de Galen. Pour finir ces quelques descriptions dont le but est de faire comprendre que dans Rogue One, à défaut d'être blanc ou noir, beaucoup d'éléments sont gris, je parlerai de Cassian Andor, un agent de l'Alliance rebelle qui est clairement décrit, et ce dès le début du film, comme un personnage capable de tuer de sang-froid si la situation ou sa mission du moment l'exige. N'oublions pas le droïde K2SO, qui est d'ailleurs mon droïde préféré parmi tous ceux présentés par les films Star Wars, qui est symboliquement non manichéen lui aussi, puisqu'il est un ancien droïde de sécurité impériale qui a été reprogrammé
par la résistance. Pour finir, je parlerai rapidement de Chirrut Îmwe, un homme aveugle qui, même s'il n'est pas Jedi lui-même, respecte cet ordre et croit en la force. Tout ceci fait de Rogue One un film plus subtil que les autres Star Wars. On y retrouve, comme dans le reste de la saga, deux camps qui s'affrontent, mais beaucoup d'éléments servent à rendre la frontière entre le bien et le mal plus floue. Le camp du mal, l'Empire, est par contre assez unidimensionnel, dans la grande tradition de cette saga de films, même s'il existe quelques divergences de point de vue entre ses membres. En parlant de l'Empire, je ne peux que faire la transition vers Tarkin. Nommé par l'empereur en personne à la supervision de l'Étoile de la Mort, il est le supérieur de Krennic, antagoniste et récurrent du film, sur lequel je ne m'étendrai pas. Tarkin est également dans la hiérarchie de l'Empire au-dessus de Dark Vador, comme on peut le constater notamment dans Star Wars épisode 4. La particularité du personnage de Tarkin est que Peter Cushing, l'acteur qui l'incarnait dans le premier Star Wars, est décédé en 1994. Par conséquent, dans Rogue One, où il a un rôle important, il a été recréé intégralement en 3D. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si, en voyant le film, je n'en avais pas été informé. Le fait est que je trouve la modélisation de Peter Cushing en Tarkin absolument bluffante. Notons qu'à la fin de Rogue One, pour faire une transition claire entre ce film et Un Nouvel Espoir, Princesse Leia apparaît le temps d'une réplique, elle aussi en 3D, et que selon moi, sa modélisation est vraiment ratée. On se trouve totalement dans la vallée dérangeante, ou Uncanny Valley en anglais, nom donné au sentiment de gêne, voire de malaise, que l'on ressent face à un robot ou un personnage numérique imitant l'humain, mais dont les défauts nous paraissent monstrueux. Mon avis sur cette Leia en 3D est qu'elle a l'air d'être en cire. Elle est beaucoup trop figée. Et que quand on voit le soin apporté à la recréation de Tarkin dans chaque scène où il apparaît, je ne comprends pas pourquoi Leia semble avoir été tout simplement bâclée alors qu'elle n'est à l'écran que quelques secondes. Cette vidéo touche à sa fin, mais je ne peux pas la conclure sans parler du fait que tous les membres, sans exception, de l'escouade qui s'était donné pour mission de récupérer les plans de l'Étoile de la Mort et de les transmettre à l'Alliance rebelle, sont morts en accomplissant cet exploit. Je trouve que c'est surprenant de la part d'un film produit par Disney et d'une grande beauté, car cela signifie que le bien commun, ici la destruction future de l'arme suprême de l'Empire, passe avant l'instinct de survie de chacun des protagonistes. En prenant la décision de s'introduire sur Scarif, chacun savait que ses chances de survivre étaient maigres, et pourtant ils y sont allés, guidés par leur courage et leur détermination à combattre l'Empire. Toute cette séquence est pour moi un savant mélange de divertissement et d'émotion qui me touche à chaque visionnage. C'est ici que la vidéo se conclut. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à la prochaine.